chief don't run, the chief don't, no the chief don't. Bonsoir, salut à tous les amis. Sacha Tavolieri, journaliste chez RMC Sport, est avec nous ce soir. Bonsoir Sacha, bienvenue à toi. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, ceux qui te connaissent pas? Voilà, je m'appelle Sacha Tavolieri, je suis le correspondant sur le football belge et l'équipe nationale de Belgique pour les antennes du groupe RMC Sport. Alors, juste avant de te demander ton avis sur la Coupe du Monde, etc., j'aurais une question en tant que fan de foot sur le surnom de l'équipe belge, les Diables Rouges. Ça vient d'où? Les Diables Rouges, c'est en fait à la personnalité d'une équipe qui a marqué l'histoire du football belge. Donc c'est l'équipe de 86 et ça a été notamment popularisé par un commentateur qui s'appelait Roger Laboureur, qui est l'un des commentateurs dans l'histoire du football belge les plus connus. On a souvent eu des commentateurs extrêmement emblématiques. Il y a eu Luc Varenne, il y a eu Roger Laboureur. Aujourd'hui, nous avons Rodrigo Benkens, qui est un des référents et qui est la personne la plus connue dans ce domaine en Belgique. Et voilà, ça s'est construit suite à une mentalité et surtout au style des Diables Rouges. Et rouge, évidemment, pourquoi? Parce que c'est le maillot, c'est noir, jaune, rouge, et le maillot était rouge initialement. D'accord. Alors, cette Coupe du Monde, on est pratiquement on se dirige vers la fin. Est-ce que en tant que fan de foot, tu es satisfait du spectacle que tu as vu durant pratiquement un mois ou pas? Est-ce que tu es déçu? Non, c'est une Coupe du Monde que j'ai trouvée extrêmement agréable à voir. J'ai vu beaucoup de choses très intéressantes. Je suis très content d'avoir vu toutes ces grandes équipes tomber. Moi, je suis un petit peu, quand je suis pas évidemment pour mon équipe, c'est-à-dire la Belgique, très très curieux de voir les grands. Et j'étais très très heureux de voir les grands tomber face aux petits parce que ça donne des enseignements sur la suite à venir, sur l'histoire du football mondial. C'est-à-dire que je pense qu'à terme, cette Coupe du Monde, c'est un type de Coupe du Monde qui va pouvoir se perpétuer. C'est-à-dire que ce sont des petits qui deviennent de plus en plus proches par rapport aux grands, qui, d'un point de vue intelligence, arrivent et savent maintenant de plus en plus, grâce à la technologie et notamment grâce aux médias, comment contrer les grands joueurs individuellement et puis comment contrer les grandes nations collectivement et puis tout le monde essaye de se jauger par rapport à ça. Il y a des équipes qui gardent leur philosophie comme l'Espagne, comme le Brésil, comme l'Allemagne et qui parfois tombent parce qu'elles le gardent et d'autres petites équipes qui n'ont pas une philosophie du jeu et du football, qui s'adaptent par rapport à celle-là et qui vont à un moment donné essayer de faire tomber les grosses. C'est un peu ça que j'ai retenu. Et puis j'ai retenu aussi la puissance des circonstances de match. C'est-à-dire que selon qu'une équipe soit menée ou pas dans le match, ça peut évidemment tout changer sur la façon dont ils vont jouer au football en fait durant la rencontre. Moi, ma question, c'était sur la Belgique. Comme je sais que tu es belge, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de l'apport de Thierry Henry pour la Belgique? Et l'apport de Thierry Henry, il est indéniable. Juste avant je suis en train de me refaire là une très très longue interview, qui est la seule interview qu'il a accordée à un média autre que Sky. C'était la radio-télévision belge, donc la télévision publique institutionnelle dans notre pays. C'est une longue interview de 44 minutes qu'il a justement accordée à Rodrigo Benkens. Et quand je l'entends parler, je me dis qu'en fait on a une chance absolument incroyable en fait de l'avoir, tout simplement parce que ce mec transmet une passion et garde une humilité qui est assez rare parfois chez les grands joueurs ou les joueurs qui ont autant marqué l'histoire de leur pays. Ne serait-ce que dans la façon de parler, la communication, c'est quelqu'un qui transpire le football, qui donne envie, même quand on l'écoute, d'être avec lui et qui motive de par sa force de persuasion, mais elle est naturelle. C'est lui.
En fait, c'est quelqu'un qui naturellement inspire les autres. C'est très rare d'avoir des personnalités comme ça. Et donc, c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant au quotidien chez les Diables Rouges. Justement, pour continuer sur Thierry Henry, on entend beaucoup de choses sur ce que serait son rôle exact. Est-ce que toi, tu sais précisément ce qu'il fait? J'ai lu qu'il est entraîneur des attaquants, mais c'est quoi exactement? Non, ça c'est une. Je ne sais pas qui a dit. Aujourd'hui, il y a une information qui est sortie en disant qu'il était entraîneur des attaquants. Non, il n'est pas entraîneur des attaquants. C'est ce qu'on appelle un T3 chez nous. Donc c'est un entraîneur adjoint de l'adjoint. Donc c'est le deuxième entraîneur adjoint qui lui est en contact beaucoup plus, qui fait le lien entre les joueurs et le banc. Donc il est vraiment dans ce rapport d'intermédiaire sur le terrain et évidemment sur le banc aussi avec les joueurs. C'est plus un grand frère que quoi que ce soit, Thierry Henry. C'est un grand frère, c'est un conseiller, c'est un adjoint et c'est quelqu'un qui à un moment donné va avoir une importance prépondérante et là depuis longtemps d'ailleurs avec les Diables Rouges, dans le sens où d'abord avant tout c'est un copain. Donc c'est un pote de toute cette génération-là, il s'entend avec tout le monde. Et puis en plus de ça, c'est quelqu'un de relativement discret en fait, malgré ce qu'on peut le penser, qui va donner les bons conseils au bon moment et qui justement permettra, je sais pas moi, à des joueurs comme Romelu Lukaku d'avoir cet œil de finisseur. Parce que Romelu Lukaku, c'est un joueur qui a besoin d'énormément de confiance en tant qu'attaquant et qui a un rapport presque c'est de l'admiration, c'est un de ses mentors à Romelu Lukaku, Thierry Henry. Donc c'est un rapport c'est un peu comme si c'était mon grand. Je sais pas si c'est une expression qui s'utilise en France aussi, qui va me donner des conseils et comme c'est mon grand, forcément je suis un peu impressionné, je suis évidemment admiratif et donc forcément ça va moi me galvaniser dans ma rencontre. C'est un peu comme ça que se passe l'échange entre les deux individus. Moi, je voulais savoir, la force de la Belgique, on sait que ça s'est souvent reposé sur leur attaque, ça ne marchait pas forcément bien. Là, on voit la Belgique est très équilibrée entre le milieu de terrain et la défense. Est-ce que c'est vraiment ça le changement, c'est d'avoir trouvé une vraie défense? Non, je pense pas que c'est une question de vraie défense ou de fausse défense. La question ici, c'est comment est-ce que tu arrives à faire fonctionner le système que Martinez ne changera jamais de sa vie, c'est-à-dire un système à 3 avec des latéraux qui coulissent très haut ou très bas pour aller soit, évidemment, on l'a vu face au Brésil, essayer d'éviter les perforations et de rentrer dans l'axe du jeu comme il l'a fait avec Ouf Chadli qui allait à chaque fois boucher. Il y avait à chaque fois 2 joueurs sur Willian ou à droite avec Meunier et Alderweireld qui étaient à chaque fois 2 en fait au duel pratiquement sur Neymar en phase de possession. Et donc d'un coup, tu as ton bloc défensif qui se replie sur lui-même et qui par la suite en phase de contre permet aux 3 joueurs qui sont dans un triangle offensif que sont De Bruyne, Hazard et Romelu Lukaku de par la suite pouvoir se projeter vers l'avant. Et tu as remarqué qu'en fait c'était très intelligent de la part de Roberto Martinez parce qu'en contre ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait en sorte que Miranda se déporte vers la gauche, puisque Miranda était en marquage individuel sur Romelu Lukaku, et il se fait que Romelu Lukaku est gaucher, et donc il se portait, lui, forcément, il était décalé donc sur la gauche de Miranda, donc sur le pied gauche de Miranda, mais le pied fort, le pied gauche de Romelu Lukaku, soit à droite du terrain, et ça permettrait à chaque fois de s'exposer à des contres très forts, parce que Romelu Lukaku, quand il est arrivé lancé, il n'y a personne qui peut l'arrêter, ou en tout cas, c'est un attaquant qui, dans ce registre-là, est très performant. Voilà un peu comment j'ai analysé, en tout cas, cette rencontre, et puis d'une manière générale, la façon dont défensivement se porte la Belgique, quoi. Est-ce que c'est la meilleure équipe belge de l'histoire? Dans l'histoire de toute la sélection belge, est-ce qu'aujourd'hui on tient les 23 meilleurs joueurs de l'histoire? Mais le tournoi n'est pas terminé. Donc, en soi, si effectivement, la Belgique se qualifie face à la France et va chercher cette finale et pourquoi pas la Coupe du Monde, on pourra le dire. Si y a cette petite finale le samedi, il reste encore effectivement une petite finale à jouer pour pouvoir le dire. Moi, ce que je peux simplement dire ici, c'est que c'est une génération qu'on attendait à ce niveau-là, qui a marqué l'histoire comme on voulait qu'elle la marque et qui n'a pas gâché son talent. Donc aujourd'hui, c'est gagné quelque part. Il y a plus de pression par rapport. Les Diables Rouges aujourd'hui ne ressentent plus de pression populaire, c'est que du bonus. Là, on est dans le kiff, quoi. Aujourd'hui, c'est que du kiff, ce qui va arriver. Il y a plus de pression inhérente au fait de savoir est-ce qu'on va faire les demi, est-ce qu'on va pas les faire. Là, on est en demi, on joue face à l'équipe de France au Coupe du Monde en 98, on a gagné face au Brésil.
c'est du bonus. Et donc ça va les libérer aussi, cet état d'esprit-là. Est-ce que j'espère pas, bien évidemment, pour la Belgique, mais est-ce que de s'arrêter en demi, éventuellement de terminer troisième, c'est déjà bien, c'est déjà un exploit? Est-ce que tu le vois comme ça? Alors, moi, je serais personnellement, je pense que moi, je serais pas déçu de ça. Mais par contre, je peux vous assurer que c'est pas du tout le cas des joueurs. Il y a une mentalité de gagnant, il y a une mentalité de c'est des hyènes en fait. Moi, je les ai vus sur le terrain face à. Il y a des choses qui ne trompent pas en fait. Une fois qu'ils ont mené au score, j'ai senti qu'ils pouvaient plus être rejoints. Pourquoi? Même s'ils ont été portés, évidemment, il y a eu un très gros danger avec, on en a parlé de nombreuses fois, cet arrêt de Thibaut Courtois absolument fantastique, Coutinho qui rate l'immanquable en fin de match alors qu'il a plus qu'à ouvrir son pied, qu'il le met au-dessus, le penalty non sifflé sur Gabriel Jesus. Donc il y a des circonstances qui sont positives, mais en termes de mentalité, ces joueurs, ils ont les yeux ensanglantés, quoi. Tu vois ce que je veux dire si tu comprends l'image? Il y a un truc qui les rend quelque part très forts, très unis par rapport à ce qu'ils veulent faire. Puis il y en a beaucoup qui savent aussi qu'après la Coupe du Monde, ils vont arrêter, quoi. Marwan Fellaini sait qu'il va arrêter. Il est possible que ce soit la dernière Coupe du Monde aussi de Vincent Kompany, même s'il ne l'a pas annoncé. Axel Witsel sait que, vu son état, il joue la rencontre de sa vie. On rappelle que son papa est martiniquais, donc il est français d'outre-mer. Donc pour lui, c'est le match de sa vie, quoi. Il va laisser son cœur, son âme, son pied sur le terrain. Et il y a des joueurs qui ont vraiment une motivation qui est encore plus forte qu'une motivation même de gagner la Coupe du Monde, qui est déjà une motivation forte. Donc c'est évidemment un match importantissime, mais à la fois dédouané de toutes sortes de pressions, quoi. Du coup, les Belges, ils arrivent surmotivés pour ce match-là. Comment Roberto Martinez, il s'est préparé, comment il compte jouer le match? Est-ce qu'il veut marquer dès le début ou il va gérer un peu plus, vu que l'équipe de France, c'est une équipe assez cynique, elle va pas faire le jeu, elle sera du coup beaucoup plus dure à contrer? Bien sûr, non, mais tu as tout à fait raison, c'est très cynique et très réaliste comme équipe. C'est le pragmatisme à la Deschamps, c'est mortel en fait. C'est juste que c'est mortel dans le sens où parfois tu peux t'ennuyer, mais parfois c'est mortel dans le sens où ça tue l'adversaire. Donc tu vois, il y a deux prismes différents, et pour l'instant c'est plutôt le deuxième prisme, donc ça tue les adversaires. Ici, ce que Roberto Martinez va faire, c'est aligner, je pense, une équipe qui va être capable de marquer un but très vite dans la rencontre, parce que quand la France est menée très vite en fait, elle doit aller à la réaction, et c'est beaucoup plus compliqué pour la France de réagir en fait. Moi je l'ai senti dans des matchs où la France a été menée. Ça fait longtemps que la France a plus été menée 1-0 et ensuite devoir courir derrière le score. Je parle pas évidemment d'ici du but de Moreno face à l'Argentine en huitième de finale. Je vais beaucoup plus loin dans l'histoire de l'équipe de France. C'est un peu là-dessus qu'il faudra se battre, donc se baser, pardon. C'est-à-dire une équipe de France qu'on irait pousser dans ses derniers retranchements dans les 15 premières minutes. Et puis par la suite, on adopterait un système qui serait un système plus ou moins, je dis bien ici plus ou moins, équivalent à celui qui a été mis en place face au Brésil, avec une équipe qui partirait en contre et, comme je l'ai déjà dit précédemment, 3 éléments offensifs qui se déplieraient pour écarter les lignes et se projeter par la suite vers l'avant en cas de contre. Je pense que ça les mettrait, en tout cas ça mettrait la Belgique dans les meilleures circonstances de match possibles. Après, c'est un peu le produit, c'est un peu ce que veut faire Martinez. Mais je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, parce que l'équipe de France, elle est quand même très solide, elle est étonnamment mature. Vous avez parlé d'Didier Deschamps, j'aimerais revenir sur le cas de Didier Deschamps. Est-ce que toi, tu es d'accord avec les Français qui disent on veut du beau jeu, on veut voir un fan de jeu, ou est-ce que tu es d'accord avec Didier Deschamps qui, pour lui, même s'il n'y a pas de fan de jeu, même s'il n'y a pas de spectacle, le plus important c'est le résultat? Oui, je pense que le plus important en Coupe du Monde, c'est le résultat, en fait. Donc si la France fait un mauvais match et qu'elle gagne 1-0 face à la Belgique en étant mauvaise et en subissant toute une série de tirs cadrés, toute une série d'occasions, que ce soit des coups francs ou des phases arrêtées ou sur attaque placée, on dira quand même, voilà, l'équipe de France a été plus intelligente que son adversaire, a été plus mature et a su faire la différence au bon moment. Moi, je pense que c'est ce que Deschamps a toujours voulu mettre en place avec l'équipe de France. Il n'a jamais été question de beau jeu avec Didier Deschamps. J'ai jamais entendu Deschamps parler de beau jeu. J'ai entendu Deschamps parler de résultats, de mentalité de gagne, de penser au trophée
mais j'ai jamais entendu Deschamps parler de jeu, et le jeu, ça ne l'intéresse pas, Didier Deschamps. Là, tous, enfin, je sais pas, tous ceux qui ont regardé un minimum l'équipe de France, que ce soit en mode de préparation ou que ce soit en match amicaux ou en éliminatoire ou quoi que ce soit, ont bien vu que ça n'intéressait pas le football, n'intéresse pas Deschamps. Ce qui intéresse Deschamps, c'est gagner au football un match. C'est ça qui intéresse Deschamps. On parle souvent de la jeunesse de l'équipe de France, mais la jeunesse de l'équipe belge, elle est aussi présente. On voit de plus en plus de jeunes sortir des centres de formation en Belgique, arriver dans les grandes équipes européennes, à Manchester City, à Chelsea comme Hazard et De Bruyne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ça la vraie influence dans le foot belge, c'est la nouvelle formation et la formation aussi intra-belgique? Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que cette génération, ce qu'elle a bâti aujourd'hui, ce qu'elle a réussi à faire aujourd'hui, c'est-à-dire une demi-finale de Coupe du Monde, ça va être, on va voir évidemment encore une fois, on verra à la fin de la compétition, mais d'une manière générale, ce qui a été bâti aujourd'hui, c'est très intéressant et ça va servir aux générations futures et ça va nous créer des futurs Hazard, ça va nous créer des futurs Lukaku, ça va nous créer des référents, des gens, quelque chose qui va pouvoir à un moment donné lier à la fois la communauté flamande et la communauté wallonne et francophone de manière générale, c'est-à-dire là ici je prends évidemment Bruxelles en exemple, ça va pouvoir lier en fait quelque part les deux pays, un pays que tout sépare politiquement et économiquement pour l'instant. Donc oui, très important évidemment cette question des générations. Et tout dépend évidemment jusqu'où ils iront, parce que plus ils iront loin, plus évidemment ce sera impactant dans, je vais pas dire dans la, c'est pas de la récupération politique, hein, mais ce sera pas de la récupération politique, ce sera simplement la façon dont les jeunes qui vont être à la télé là, qui voudraient devenir joueurs professionnels, vont être marqués par cette génération-là. Nous, notre génération, enfin la génération de la Belgique telle qu'on la connaît, elle a été marquée par l'équipe de France vainqueur en 98 et en 2000. Elle a été marquée par d'autres référents comme Ronaldo Nazario da Lima avec la Coupe du Monde en 2002. Voilà, la Coupe du Monde en Belgique, ça a une importance. Enfin, je veux dire, c'est regardé. Déjà, c'est diffusé sur la télé nationale belge. Donc, il n'y a pas beaucoup de télé chez nous. Donc, c'est déjà ça qui est très important à souligner, c'est-à-dire que tout le monde regarde la Coupe du Monde. Même s'il n'y a pas une grande culture foot chez nous, le football, quand c'est la Coupe du Monde, bah, c'est la Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le monde, il y a un engouement qui se crée à ce moment-là. Et puis ensuite, tu parlais de jeunesse des joueurs. Moi, je pense pas que les joueurs sont si jeunes que ça. Quand tu regardes, en fait, déjà, ne serait-ce que ton trio défensif. Toby Alderweireld, il a 29 ans. Vincent Kompany, il a 32 ans. Jan Vertonghen, il a 31 ans. Ton milieu de terrain, il est composé de Axel Witsel, qui a 29 ans. À côté, tu as Kevin De Bruyne, qui en a 27. Le plus jeune, en fait, fondamentalement, dans ce groupe, ou en tout cas le groupe qui a gagné face au Brésil, tu as Meunier qui a 25 ans, et tu as Romelu Lukaku qui a 25 ans. Donc, encore une fois, c'est l'âge de maturité. Et ces joueurs-là, ils ont prouvé auparavant qu'ils avaient fait preuve d'immaturité, ne serait-ce qu'en 2014 ou en 2016. Aujourd'hui, ils ont l'air quand même remontés à bloc, quoi. Justement, j'ai une question. Vu que tu as parlé des individualités, tu as parlé d'Hazard. Comment lui, il a vu sa Coupe du Monde pour l'instant? On sait qu'il y a beaucoup de monde qui le regarde, avec Ronaldo qui pourrait partir du Real. Est-ce que lui, on se doute qu'il veut faire un deuxième grand match d'affilée? Ce serait contre la France. Comment il se prépare? Comment il le vit? Non, mais Eden, il est bien. Mais Eden, il parle pas beaucoup, en fait. C'est quelqu'un il est très simple. Eden, c'est un mec, il est pour le jeu et c'est tout, quoi. C'est difficile de parler d'Eden autrement qu'un mec qui a envie de jouer au foot et qui, une fois tout ce qui l'intéresse, et c'est un peu c'est dans ça qu'ils sont très proches, en fait, France et Belgique. C'est un peu ce que je retrouve aussi chez Kylian Mbappé, c'est le foot, en fait. Ça leur intéresse juste de jouer au football avec un ballon sur un terrain et viens on joue et viens on essaye de jouer juste pour le jeu, pour le plaisir que ça va me procurer. Eden, quand il est sur un terrain, il essaie de s'amuser avant tout. Je pense que Eden, il a pris, même si c'était un match qui était compliqué face au Brésil, on a quand même tous vu qu'Eden Hazard, c'était un très grand joueur. Il a perdu aucun de ses duels face à Fagner et face à d'autres joueurs, ne serait-ce que Fernandinho ou Marcelo, quand il était un petit peu essayé de conserver en fin de match le côté droit le ballon. Il est toujours dans une notion de, même si ça peut parfois être frustrant de pas marquer des buts ou quoi que ce soit, de plaisir pour le jeu, pour l'équipe. Là, il est totalement dans ce qu'il aime. Après, si tu veux des infos sur son mercato, je peux pas t'en donner pour l'instant. Il y a peut-être des choses qui sortiront plus tard.
Mais pour le moment, je pense que c'est mieux de ne pas parler de ça. Et moi, je suis le premier à un petit peu protéger les miens. C'est-à-dire, je vais pas te donner une info aujourd'hui qui va donner toutes les conditions du transfert d'Eden Hazard au Real. Mais effectivement, c'est des choses qui sont en discussion pour le moment. Oui. Est-ce que surtout, moi je sais qu'en Belgique on dit que la grande star c'est Hazard, mais est-ce que la vraie star de ce mondial serait pas plus De Bruyne justement qui sur le terrain pour moi porte plus la Belgique qu'Hazard? En fait, il y a pas, ça dépend en fait dans quelle partie du pays tu te situes. Quand tu te situes en Flandre, évidemment que ce sera De Bruyne, parce que De Bruyne c'est un petit peu, c'est l'image du petit Flamand qui a réussi parce que c'est un diamant en foot qui s'est créé une coquille. Parce que il y a un peu ce qu'a Messi De Bruyne, c'est-à-dire que faut pas lui parler beaucoup. Quand faut lui parler bien. C'est une petite princesse, c'est un prince ce mec. Mais derrière, il peut t'apporter énormément. Donc voilà, c'est un très grand joueur de football, évidemment, et c'est difficile de faire la comparaison. Mais tout ça, c'est une question d'inspiration personnelle. Quel est le joueur qui va t'inspirer le plus quand t'es wallon? Ce sera plus Eden. Quand tu es bruxellois, ce sera plus Eden aussi. Mais quel est le joueur qui va plus t'inspirer quand tu es belgo-marocain? Ce sera peut-être Chadli, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de préféré. Ça n'existe pas, les préférés. On a tous des joueurs préférés. Je suis sûr que les Français, ils ont des joueurs préférés en équipe de France qui sont les vrais leaders, les numéros 1. Il n'y en a pas. Et c'est ça qui est bien, en fait, chez nous. C'est qu'on a créé une équipe où, quelque part, tout le monde peut se choisir sa petite star et tout le monde est content parce qu'il y en a tellement sur le terrain que on est capable d'en avoir plusieurs et tout le monde va bien avec ça et les joueurs vivent bien ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont des stars, ils savent qu'ils sont des légendes, ils savent que quand ils vont revenir au pays, ils vont être accueillis par le roi. Enfin, voilà, ce qui s'est passé, ils sont conscients du fait qu'ils ont marqué l'histoire du football, c'est fait. Mais après derrière, tout le monde choisit son référent, quoi. Au niveau du championnat belge, classé 9e sur le classement UEFA, c'est comment? Toi qui le suis, est-ce que on le voit pas beaucoup en France ou ailleurs, il est pas très médiatisé, on le voit pas trop à la télé. Beaucoup disent que c'est un championnat moyen. Toi, comment tu le vois en tant que Belge? Le comparant par exemple à la Ligue 1 française. Oui, mais tout à fait, absolument. Tu fais bien de poser cette question parce que moi je me bats tous les jours auprès des diffuseurs, auprès des programmateurs, auprès des gens des médias avec qui je travaille pour à un moment donné pouvoir mettre, ne serait-ce que ouvrir une vraie porte en disant voilà, ce championnat il existe. Venez le regarder et faites-en regardez en fait les qualités qu'il y a au sein de ce championnat et ne le bloquez pas sur Foot Plus à 10 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Disons la vérité. Ils en font rien du tout. Ils en font du remplissage de programmes télé, alors qu'en vrai, il y a des qualités dans notre championnat qui méritent autre chose que ça en France. On peut délivrer des espaces, on peut créer des émissions. Il y a une hype qui peut se créer sur le football belge et c'est sur lequel je travaille. C'est une hype sur laquelle je travaille depuis le début de mon arrivée ici en France parce que il y a des grosses qualités, il y a des grands joueurs, il y a des futurs grands joueurs dans ce championnat individuellement. Alors évidemment, collectivement, c'est pas le cas, mais dans le jeu qui est proposé, ce sera pas un football chatoyant. C'est un football qui parfois peut s'inspirer de ce qui se fait en Serie A, parfois ça peut s'inspirer de ce qui se fait en Ligue 1 aussi, très peu de ce qui se fait en Angleterre, mais il y a des rencontres et des talents qui sortent, qui par la suite explosent complètement, quoi. Courtois, il était à Genk, De Bruyne, il était à Genk, Moussa Dembélé était formé à Anvers, Anvers qui est remonté cette année. Vertonghen, avant d'aller à l'Ajax, il était à Anvers, Alderweireld aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il y a de quoi faire. Il y a des qualités, il y a des choses à exploiter dans ce championnat qui est, pour moi, je pense, très intéressant à voir. Ne serait-ce que même de par son mode de fonctionnement, sa configuration. Parce qu'on a les playoffs 1, les playoffs 2, on a un truc très américain. Donc du coup, en plus de ça, c'est très intéressant pour aux gens de voir. Après, en termes de football pur, oui, évidemment, tu n'auras pas la Liga espagnole ou tu n'auras pas la Première Ligue. Mais par contre, c'est un championnat qui mérite au moins de pouvoir être regardé sur une chaîne française. Ça, c'est totalement vrai. Est-ce que tu penses que le fait de gagner la Coupe du Monde ou au moins d'aller en finale pourrait amener des gens à regarder ce championnat, à le découvrir et peut-être même des diffuseurs? Est-ce que tu penses que ça peut aider? Bien sûr. Si
Je pense que bon, ça fait partie d'une certaine discussion en ce moment avec un certain nombre de diffuseurs, mais oui. Je sais qu'il y a un attrait particulier actuellement chez des très grands médias, voir un petit peu ce qui se passe là-bas, comment est-ce qu'il c'est possible de déverrouiller un peu ce qui se passe pour le moment et la situation actuelle du championnat belge diffusé en France. Oui, bien sûr, et je l'espère moi aussi, parce que je suis le premier ici, et je crois que je suis un peu seul. Je crois qu'il y a Stéphane Poels, mais il n'est pas dans le même registre que moi. On fait pas le même travail. Qui se bat, tu vois ce que je veux dire, au quotidien pour vraiment qu'on reconnaisse notre championnat, quoi. Justement, il y a beaucoup de clubs belges qui servent de clubs satellites. Aujourd'hui, il y a Monaco, il y a plein de clubs qui se servent du championnat belge. Et il y a un club parmi ceux-là qui a fait beaucoup de bruit, c'est Seringue. Comment on le voit en Espagne, Seringue, avec Doyen Sport et la TPO qui a attaqué? Bah, écoute, après, Seringue, c'est le club donc déjà, rappelons-le, le président de Seringue d'abord, Seringue, c'est la ville de Liège. Donc duquel je suis issu, je connais très bien le club de Seringue, le président Mario Franchi. Il faut savoir que ce sont des choses qui se passent dans le monde entier. Ici, c'est parce que la FIFA a pris en exergue, et ça a été diffusé par le journal L'Équipe, qui en a fait évidemment, encore une fois, un espèce d'exemple à suivre pour d'autres clubs, et donc forcément, bon, c'est tombé sur eux, alors que ça aurait pu tomber sur d'autres clubs en division 2 portugaise, en première division israélienne, en division 1 chypriote. Voilà, les tierces parties, ça existe, ça existera toujours, et c'est un vrai fléau dans le monde du football, mais c'est comme ça que le monde du football est régi. Aujourd'hui, en Belgique, tu as des joueurs qui sont en équipe nationale, qui ont des droits économiques, enfin, qui ont des agents et qui derrière ont des super agents qui détiennent leurs droits économiques. Voilà. Et puis par la suite, ça s'échange des pourcentages de joueurs et tout ça. C'est le monde du foot. Le monde du foot, il est construit comme ça. Alors évidemment, c'est pas forcément exemplaire, mais il faut en avoir conscience quand on analyse le football. Oui, je voulais revenir sur ce que tu disais en début d'émission, quand tu parlais d'une nouvelle tendance qui arrive dans le foot, où les petits auraient plus de facilité, entre guillemets, à battre les gros. En sachant s'adapter, en étant plus pragmatique. Et tu penses que ça va se voir dans les clubs ou ce sera qu'en sélection? Ben, je pense que ça peut se voir dans les clubs, effectivement. Oui, tout à fait, absolument. Tu vois que statistiquement, les clubs qui étaient les mieux classés européens, au classement européen ou même au classement dans les championnats, sont statistiquement de plus en plus battus par les petits ou de plus en plus accrochés. En fait, les choses changent. Les choses changent véritablement. Ça demanderait un vrai travail de recherche, ne serait-ce que par Opta, qui est un super organisme de travail, ou je sais pas moi, ou WhoScored, ou Harris Interactive, qui font aussi des sondages, etc. Mais c'est très intéressant d'analyser ça. La façon dont, à un moment donné, maintenant, la philosophie du jeu, ce qu'on appelle le romantisme du foot, en fait, elle est complètement en train d'être écrasée par la philosophie du résultat, qui est en fait le modèle du capitalisme, qui est le modèle du système capitaliste. Le résultat, ce n'est que ça. C'est le monde dans lequel nous vivons. Bah, évidemment que, puisque ce système-là est en train de prendre le pli, en fait, de la façon dont on travaille et dont on vit aujourd'hui au quotidien, évidemment que le football, en fait, ce n'est que le lien du monde. Ce n'est qu'une fenêtre sur le monde qui permet de voir d'autres perspectives. Et aujourd'hui, force est de constater que le football sera de plus en plus ouvert à l'avenir. Et je pense qu'on verra on avait vu Montpellier, je pense qu'il a gagné en 2011 ou 2012. Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, donc vous connaissez mieux que moi, face au Paris Saint-Germain à l'époque, qui avait été champion, alors que personne ne l'attendait, avec une belle génération, avec Belhanda notamment, qui est un joueur absolument fantastique. Mais voilà, ça c'est amené à arriver de plus en plus et dans une échelle encore plus grande, donc en Ligue des Champions. Et quoique le Ligue des Champions, vous allez me dire que effectivement c'est plutôt régulé différemment, et je suis d'accord, mais à l'avenir on aura des petits en championnat qui vont émerger encore et encore. Je pense que l'exemple c'est aussi Leicester en première ligue. Oui, bien sûr. Quoi qu'en plus de ça, le championnat anglais a ceci de tellement compétitif et tellement rythmé qu'il en devient improbable, en fait. Et comme c'est le championnat où il y a le plus d'intensité, on ne calcule pas beaucoup, il y a moins de calcul, il y a moins d'intelligence tactique, il y a moins d'intelligence technique, mais par contre, il y a de la vivacité, il y a
on réfléchit moins dans ce championnat. Et donc forcément, ça se voit au niveau des résultats. Comment tu expliques qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs belges on va dire dans les 5 gros championnats? Par exemple, je vois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs belges en Afrique, mais qu'en Europe, hors Belgique, il y a vraiment pas beaucoup. Comment ça s'explique, ça? D'abord, il y a un nationalisme, un patriotisme en Belgique. Quand on a un bon entraîneur, on essaye de le garder et le payer très très cher pour le garder. Il y a un exemple, c'est évidemment Michel Prudhomme, qui est vraiment un entraîneur super fort et qui a souvent été dragué par des grands clubs, par Bordeaux, disons-le. Voilà, Éric Guéret a entraîné Marseille. Donc il y a eu un intérêt, mais après, il faut savoir que la qualité d'un entraîneur, ça se construit aussi selon sa nationalité, son image, son CV, tout ça. C'est compliqué. On n'a jamais eu, mis à part Raymond Goethals, un entraîneur qui a été chercher une Champions League, quoi. Donc voilà, ça c'est important à signaler aussi. Le jour où on aura un jeune qui va démarrer de nulle part, comme je me rappelle de l'entraîneur en 2012 de Chelsea, qui était Roberto Di Matteo, si je ne m'abuse, qui avait été chercher contre toute attente une Ligue des Champions. Ça a créé encore en Italie des Domenico Tedesco, des Eusebio Di Francesco, voilà, des joueurs, des entraîneurs comme ça, qui à force après sont rentrés. Voilà, il y a aussi cette histoire de la philosophie du football, l'identité du football en Belgique, comment est-ce que ça se construit, comment est-ce que ça se conçoit, qui sont les nouveaux entraîneurs qui arrivent, est-ce qu'on leur fait confiance. En Belgique, il y a ce qu'on appelle l'entre-soi, une dynamique d'entre-soi, c'est-à-dire qu'en fait, plus le pays est petit, plus on essaye de garder tout le temps les mêmes au même poste, et plus cette dynamique-là devient importante en fait au sein dans la façon de gérer le pays, dans la gestion sportive en tout cas dans le football belge. Et ça fait en sorte que certains jeunes entraîneurs, par exemple, n'ont pas leur chance, où il y a toujours les mêmes qui tournent, où on essaye de mettre l'entraîneur du copain, de l'agent du coach. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a à chaque fois des spécificités qui empêchent, qui vont empêcher la progression générale du football. Mais cette Coupe du Monde, elle est là pour débloquer tout ça et réveiller les consciences et intéresser d'autres gens aussi à notre football. Oui, je reviens une dernière fois sur l'opposition romantique contre résultat. Toi, tu te considères plus de quel côté? C'est compliqué parce que du coup, je fais partie. Moi, personnellement, l'entraîneur que j'aime le plus, quand je le vois, qui a un tel charisme, qui m'en fait tomber amoureux, mais, évidemment, toute proportion gardée. C'est José Mourinho. Voilà, moi j'aime beaucoup José Mourinho parce qu'il a réalisé quelque chose d'exceptionnel en 2010 avec l'Inter. Je ne pensais pas capable de faire ça en 2010. Il a fait un truc qui est sorti pour moi de tout ce que je pouvais rêver d'un entraîneur. Mais il l'a fait avec cette philosophie du résultat. Et derrière, il y a Marcelo Bielsa qui lui est totalement dans l'exact opposé, dans le jeu pour le jeu et rien que le jeu, et le résultat derrière n'est qu'une donnée quelque part. C'en est devenu qu'un adjectif à la phrase football. Tu vois ce que je veux dire, si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est en ça qu'en fait je suis un peu tiraillé parce que j'ai deux référents qui sont complètement opposés et qui à la fois m'inspirent énormément dans ma façon de voir le football. Maintenant, je dirais que le juste milieu, ce serait peut-être Ancelotti. Avec le Real qui a gagné la Décima, où là t'as quand même vu du foot, mais à la fois t'as vu le résultat. Donc je suis un petit peu entre deux eaux, mais je resterai quand même fidèle à José Mourinho. Juste, je voudrais revenir sur un joueur du PSG qui joue aussi en Belgique, c'est Thomas Meunier. Première question, c'est comment il est vu en Belgique? Est-ce qu'il est apprécié? Comment les gens le voient? Comment toi tu le vois? Et est-ce que pour le moment il est à la hauteur au niveau du rendement, etc. Dans sa Alors la Coupe du Monde qui est en train de faire Thomas Meunier, elle est vraiment magnifique, elle est superbe. Il démontre une qualité individuelle et collective aussi fantastique. Il court beaucoup et parfois il fait moi je trouve un petit peu trop d'efforts. Il s'époumonne un petit peu trop pour rien en fait. J'ai l'impression qu'il a envie de se donner pour montrer qu'il est là, pour montrer que il est présent et que c'est un joueur important, et il le montre tout le temps, et c'est lui qui fait la passe d'ailleurs sur le but de Chadli qui sauve la Belgique face au Japon. Mais quelque part,
est-ce qu'il ne serait pas un peu naïf dans le jeu? Voilà, je pose un peu cette question-là. C'est une question, c'est pas du tout une critique. Moi, je suis pas dans le conflit, surtout que j'adore Thomas, vraiment. Mais je trouve il est fantastique, mais parfois un peu, qui réfléchisse un peu parfois aux efforts qu'il fait quand il est pris dans un certain engouement. Et ben, j'ai un peu l'impression que parfois il se laisse aller par sa passion, qu'il se restreigne un petit peu, même si c'est frustrant, il gagnera parfois en lucidité. Voilà ce que je pourrais dire. Juste pour conclure, donc pronostic pour mardi. En tant que Belge, je peux pas te dire en tant neutre, non, tu peux pas. Donc ton pronostic pour moi, je pense que ce sera un match très enlevé. Je pense que la France va être fantastique dans ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire gérer par rapport à son adversaire l'enjeu et le jeu aussi, parce que il y a l'enjeu et le jeu, et ça c'est important à signaler. Et puis ensuite, évidemment, ce sera une question de détail, de circonstances de match. Je le rappelle, pour moi la clé c'est ça, la circonstance du match. Si la France elle mène 1-0, ce sera plus du tout le même foot, on verra pas la même équipe et ce sera pas pareil. Par contre, si la France elle est menée 1-0, alors là, elle aura de grosses difficultés et je ne la vois pas revenir. Ça, je le dis clairement, j'ose le dire parce que j'ai vu beaucoup de matchs de la France et je pense qu'elle n'en sera pas capable de revenir face à cette Belgique-là à 1-0. Parce que le Brésil, ne serait-ce que même le Brésil, n'ont pas réussi à le faire. Et je pense que le Brésil était un cran au-dessus de nous dans le jeu s'il menait, voilà, au score. Donc je dirais un score c'est un peu bateau, mais allez, je dirais un but partout et la Belgique gagne au penalty. Voilà. D'accord, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup Sacha Tavolieri, merci pour cette interview. Merci à vous. Merci à vous. En tout cas, on souhaite le meilleur pour la Belgique. Merci Loïc Duchâteau. Merci Béchir. Merci Peter Cicéran. Merci Béchir. Et encore une fois, merci Sacha. Et à bientôt. Peut-être si la Belgique est championne du monde, ça serait un plaisir de t'avoir une seconde fois pour décrypter éventuellement ce sacre belge. Merci beaucoup Sacha. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Vive la Belgique, les gars! Et nous devons gagner!